Donc, bien heureuse d'être avec vous ce matin. Moi, ma journée, elle s'est transformée en journée pédagogique pour mes enfants. Donc, Denis, peut-être, qui sait que je te fournirai du matériel pour tes prochaines vidéos cocasses. J'espère pas, mais sinon, ben, tu m'en parleras en privé si tu veux utiliser quoi que ce soit. Donc, j'ai beaucoup tergiversé à préparer cette conférence-là. Je me disais, bon, qu'est-ce que je présente? Je voulais pas quelque chose de très académique. On est lundi matin en pandémie. Donc, vous allez voir, ma présentation est vraiment en continuité avec la présentation de Steve. On ne s'est même pas consulté, mais vous allez voir à travers la présentation que plusieurs des conseils, des propos tenus et présentés par Steve s'appliquent en dehors d'un contexte de pandémie et de crise, mais s'appliquent vraiment au quotidien, au travail. Je vais le traiter sous un angle un peu différent. Mais le message est très semblable et donc, ben, tant mieux. Si le message peut être répété, il va peut-être mieux rester, être mieux intégré. Donc, je me suis demandé comment faire pour être positive dans un contexte comme aujourd'hui. Et j'avais vraiment plein d'idées. Puis là, je me sentais un peu comme la personne qui cherche le formulaire A38 dans la maison qui rend fou dans Astérix et Obélix. Et je me suis dit, ben tiens, c'est sûrement comme ça un peu que nos intervenants doivent se sentir parfois dans un système, un gros système très lourd et complexe. Donc, je suis partie de là et je me suis dit, bien, pourquoi qu'on ne revient pas à la base dans ces cas-là et qu'on revienne à l'essentiel. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, les objectifs, je vais vraiment prendre le cadre de la marge de manœuvre que j'emprunte à l'ergonomie de tradition française. On va décortiquer ça ensemble, puis on va vraiment regarder c'est quoi les leviers qu'on a au niveau individuel et managérial qui découlent finalement de la marge de manœuvre. Donc, c'est tout simple que ça, ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la marge de manœuvre, c'est quoi? Bien, c'est intéressant. Comme j'ai dit, j'emprunte à l'ergonomie de tradition française. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils placent vraiment l'individu au centre de l'activité de travail. Donc, on va regarder là, les influences externes, mais il y a des facteurs internes aussi. Et l'individu, quand il travaille, il doit jongler, si vous voulez, avec ces différents éléments-là pour trouver un mode opératoire, une façon de faire ou des stratégies individuelles, si vous voulez, pour essayer à la fois de combler les demandes provenant de son organisation, donc faire son travail, mais aussi tout en préservant sa santé psychologique et sa santé physique au travail. Et ça, l'individu peut le faire en mobilisant différentes activités, différentes capacités physiques, mentales, sociales. Donc, il mobilise ces éléments-là pour créer une marge de manœuvre nécessaire pour développer des stratégies. Donc, si on regarde un peu la marge de manœuvre, ce qui vient affecter la marge de manœuvre ou l'influencer, il y a des éléments à l'externe, comme par exemple les ressources offertes par l'organisation, le climat de travail, etc. On peut rentrer là-dedans, tout le cadre juridique législatif dans lequel on travaille, tous les règlements, les politiques, etc., qui viennent encadrer notre travail encore une fois. Il y a la nature du travail comme tel, hein, ce que l'on doit faire, donc la tâche prescrite, et il y a tout notre environnement social, les structures sociales, la culture dans laquelle on évolue, les relations qu'on a avec nos clients, avec les usagers, tout ce qui est les médias, etc. Donc, tout ça vient agir sur notre bulle de marge de manœuvre, je dirais. Et il y a un autre facteur, des facteurs internes plutôt ici, donc qui sont vraiment propres à l'individu. Donc, l'âge, le sexe, l'expérience qu'il a, la formation que la personne va avoir, ses caractéristiques physiques, psychologiques, sa motivation au travail. Donc, tout ça, ce sont des ressources que la personne a, qu'elle peut utiliser justement pour bien jongler ces différents éléments-là et pousser un peu sur les parois là, de la boîte
pour se dégager une marge de manœuvre et trouver une façon de faire qui lui convient à elle ou à lui pour être productif et atteindre ses objectifs, mais aussi pour se garder en santé, santé psychologique et physique. Donc, ce que je voulais qu'on comprenne ici, c'est que quand on a plusieurs pressions venant de l'extérieur, donc quand on travaille dans un système complexe où il y a beaucoup de structures, il peut y avoir une tendance à diminuer la marge de manœuvre qu'on a comme employé et donc possiblement de réduire les possibilités qu'on a de développer des stratégies qui vont être saines et qui vont être bien pour nous, là, pour faire notre travail tout en préservant notre santé. Donc, la marge de manœuvre évolue. Hein, ça fluctue. Elle peut s'accroître, elle peut diminuer en fonction de différentes choses. Mais présentement, je trouve que dans notre système, et vous allez sûrement être d'accord avec moi, que notre marge de manœuvre, elle est beaucoup diminuée. Donc, premièrement, il y a une augmentation des cas et leur complexité augmente également. Le système est mis à l'examen. La semaine dernière, on a eu des échos dans différents journaux. Ce matin encore, il y a une diminution des ressources qui s'accentue d'année en année. Il y a une pression qui vient du public et du politique aussi. Et on a vécu de multiples changements organisationnels, ce qui est venu un peu déstructurer nos façons de faire et de défaire un peu le tissu qu'on avait un peu dans le système. Donc, tout ça a fait en sorte que la marge de manœuvre des personnes a été, des intervenants et des travailleurs, a été diminuée. Et ce qui est un peu paradoxal, c'est que tous ces éléments-là ont fait en sorte qu'il y a eu plus de contrôle, plus de surveillance, plus de processus administratifs, etc. Donc, c'est comme si on a voulu se protéger comme organisation et comme travailleurs dans le réseau. Et ces éléments-là de protection, tout à fait légitimes, contribuent eux aussi à diminuer la marge de manœuvre de nos travailleurs, nos intervenants. Donc, on se retrouve dans une situation où non seulement les pressions ici se sont accentuées pour diminuer la marge de manœuvre de l'individu, mais ces éléments-là qu'on a mis en place pour essayer de protéger, donc plus de surveillance, plus de contrôle, etc., bien, ça fait en sorte que c'est venu diminuer les ressources individuelles aussi des individus en passant possiblement d'une motivation qui était plus autodéterminée, où on travaillait parce qu'on trouve ça important, on a du plaisir aussi dans notre travail, et c'est passé vers une motivation qui est de moins grande qualité, qui est de nature plus contrôlée. Hein? On fait ce qu'on a à faire pour éviter des conséquences négatives, pour éviter de se sentir coupable, parce que si on ne le faisait pas, on se sentirait mal de ne pas faire ça comme ça, etc. Donc, ça a amené un certain shift, si vous voulez, dans notre motivation. Et ça fait en sorte que ça diminue les ressources personnelles de l'individu pour pouvoir un peu pousser la boîte et se dégager là, de l'espace pour respirer, pour avoir de la marge de manœuvre. Donc, ce que ça donne comme résultat, bien, il y a une diminution de la satisfaction professionnelle, une augmentation de la détresse psychologique, une augmentation de l'absentéisme, augmentation du taux de roulement, et j'en passe. Et de toute façon, Steve en a bien parlé aussi des conséquences psychologiques pour vous. Et ça, c'est vrai pour les employés et pour les gestionnaires et pour les dirigeants à la limite aussi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas casser la baraque et la structure, elle est là pour une raison, elle existe et pour l'instant, du moins, en tout cas moi, comme psychologue et comme chercheur, je n'ai pas de levier sur ce qui se passe à l'extérieur comme tel. Donc, nos leviers pour l'instant se situent vraiment à l'intérieur de notre boîte ici. Et on peut agir sur le développement de nos ressources personnelles via la motivation.
Donc, tout ça pour essayer de prendre de l'expansion dans notre boîte et d'augmenter notre marge de manœuvre. Et la littérature des 50 dernières années nous enseigne que l'un des moyens pour y arriver, ce n'est pas le seul, mais c'est celui que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment de travailler sur la satisfaction de nos besoins. Oui, il y a les besoins de sécurité dont Steve a parlé, hein, se reposer, des besoins physiologiques également. Moi, je vais vous parler des besoins plus psychologiques. Donc, rapidement, mon ami Jacques Forêt a un acronyme excellent pour se souvenir des besoins psychologiques fondamentaux. C'est le CAA pour les besoins de compétences, d'autonomie et d'affiliation sociale. Puis vous allez voir, il y a plein d'éléments qui font écho à des propos que Steve a présentés juste avant moi. Donc, le besoin d'autonomie, c'est le besoin d'agir en fonction de ses valeurs à soi, de sentir qu'on est cohérent avec qui on est comme personne quand je fais des actions dans mon travail. C'est aussi le sentiment d'avoir des choix significatifs. Donc, de ne pas juste être un pion sur un échiquier, mais vraiment d'avoir une agentivité finalement dans mon travail. Le sentiment de compétence, bien, on peut faire un lien avec l'efficacité que Steve a parlé un peu plus tôt. En sentir que j'ai un impact dans mon environnement. Et l'affiliation sociale, c'est le besoin de se sentir connecté aux autres, comme Steve le mentionnait précédemment aussi. Donc, sentir que je suis respectée, aimée, intégrée à un groupe et sentir que je respecte et j'aime ce groupe-là également. Donc, la littérature, ce qu'elle nous dit, c'est que quand ces besoins-là sont satisfaits, ça mène vers la croissance, ça protège de la détresse psychologique et ça mène vers un fonctionnement optimal, autant au niveau de ma santé psychologique et physique qu'au niveau de ma performance au travail, de ma créativité, etc. Donc, l'idée, c'est comment je peux faciliter la satisfaction de ces besoins-là en tant que gestionnaire, oui. Je peux aider mes employés à satisfaire leurs besoins, mais en tant qu'employé, je peux aider mes collègues et je peux m'aider moi-même également à travers tout ça. Et là, je ne vous parle pas du monde idéal, hein, parce qu'on est très loin du monde idéal, puis c'est un peu déprimant de penser dans un monde idéal. Il faudrait que je fasse toute cette liste-là de choses que je vais vous présenter. On n'est pas dans ce contexte-là, puis si on reste dans un contexte de monde idéal, bien, ça mène à l'inaction. Ce que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire un petit peu, peut-être à chaque jour, qui me permettrait d'augmenter un petit peu ma satisfaction de ces besoins-là ou la satisfaction des besoins chez mes employés ou mes collègues. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça est soutenu par des études à la fois corrélationnelles, longitudinales, expérimentales, même des évaluations de programmes de formation faites auprès des gestionnaires pour être plus soutenants à l'autonomie à l'intérieur d'une structure organisationnelle. Et les études démontrent sans équivoque que ça favorise le bien-être et la performance au travail. Donc, c'est quoi ces 4 éléments-là? Donc, premièrement, c'est de favoriser le développement des ressources de l'individu par la motivation. Et si je vous demande pourquoi vous faites le travail que vous faites, peut-être pas aujourd'hui, mais quand vous êtes engagé. Quand vous êtes engagé dans cette voie de carrière-là, pourquoi vous vouliez faire ça? Qu'est-ce qui vous faisait triper à l'idée de faire le travail que vous faites aujourd'hui? Et c'est de revenir à ces éléments de base-là. Une étude d'ailleurs qu'une étudiante, Stéphanie Marchand, que j'ai co-dirigée avec Steve, montrait que les intervenants en centre jeunesse, au départ, quand ils sont rentrés dans le métier, bien, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment de faire la différence, d'aider les jeunes. Donc, des aspects très, très cliniques, okay, et d'intervention. Et aujourd'hui, ils perdent ce sentiment-là, ça affecte négativement leur motivation. Et donc, ça diminue là, les ressources nécessaires là, pour pousser là, sur notre boîte là, et se dégager un peu de marge de manœuvre. Donc, c'est de revenir à c'est quoi les intérêts de mes employés? C'est quoi mes intérêts à moi? Je comprends que je ne peux pas juste avoir du fun dans ma journée, puis je ne peux pas juste faire ce qui m'intéresse. Mais est-ce qu'il y a moyen de retrouver une petite goutte de ça aujourd'hui? Comment je peux le faire? On parle souvent des supervisions cliniques qui sont de moins en moins cliniques, qui s'avèrent de plus en plus administratives. Soit, il y a une raison pour ça et je vais vous expliquer
plus tard qu'il faut expliquer pourquoi qu'on a ce type de supervision-là. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen, une fois dans la semaine ou une fois de temps en temps quand on fait pour réunion, d'avoir cette petite goutte-là plus clinique pour revenir à l'intérêt d'origine des gens? Donc, c'est vraiment de trouver un moyen que les tâches qui sont exigées, qui font partie de la structure, OK, soient intrinsèquement plus satisfaisantes, intéressantes et en lien avec les intérêts des gens. Le style interpersonnel informationnel. Hein? Donc, communiquer. On communique beaucoup. On communique nos attentes. Lorsqu'on introduit une nouvelle procédure, commente la performance, l'atteinte des objectifs. On discute des buts, des stratégies, on fait des demandes pour prendre de nouvelles responsabilités, de nouveaux mandats. On communique tout le temps. Quand ça va bien, il n'y a pas de problème. C'est quand ça va moins bien, quand on a un employé qui est en difficulté, quand on est dans un contexte plus difficile où la communication, c'est plus difficile. Et c'est là que c'est encore plus important d'adopter un style interpersonnel informationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? J'essaie de faire écho à ce que Steve disait plus tôt. Quand on parlait d'un coping en mode résolution de problème, c'est ça. C'est oui, d'être à l'écoute des sentiments des personnes et des expériences qu'ils vivent, donc l'aspect phénoménologique de la situation, mais c'est d'adopter un discours qui permette d'aider, de trouver la cause de ce qui ne fonctionne pas sans juger la personne, évidemment, puis de faire en sorte qu'on va progresser vers des solutions réalistes et applicables. OK? Donc, c'est communiquer, si on veut, un sentiment d'efficacité à la personne en évitant un langage contrôlant. Donc, ça aussi, on peut se faire une réflexion à comment je parle aux gens. Est-ce que j'utilise beaucoup le « il faut que », etc., ou je suis plus en mode résolution de problème puis essayer de comprendre l'autre personne. Expliquer, c'est peut-être l'aspect le plus difficile quand on est dans des structures complexes, donc expliquer le pourquoi du comment que ces décisions-là sont prises et pourquoi du comment que ces politiques, règles existent. Donc, si vous ne les comprenez pas, je pense que vaut mieux le dire que vous ne comprenez pas, que vous ne savez pas pourquoi elles sont là. Ça passe toujours mieux que d'essayer d'inventer une raison. Néanmoins, je pense qu'il y a toujours un moyen de trouver de comment finalement la tâche exigée ou la demande qui est faite est liée aux valeurs, aux objectifs des travailleurs, des travailleuses. Et pour ça, il faut les connaître, les valeurs des gens avec qui on travaille pour pouvoir faire ce lien-là. Donc, ça, c'est un élément, le troisième élément. Et le quatrième élément qui également fait écho à certains propos de Steve, c'est de reconnaître et d'accepter. Donc, premièrement, c'est d'écouter, reconnaître que les demandes, les politiques, les règlements qui sont en place là, dans nos organisations, il y en a certaines parmi ces choses-là qui peuvent être en contradiction avec mes intérêts, mes préférences, puis mes tendances naturelles. Okay? Ça va venir à l'encontre de certaines de mes valeurs. Okay? Et donc, c'est légitime ce que je peux vivre par rapport à ces éléments-là. Okay? Et donc, moi, mon rôle comme gestionnaire ou comme collègue, c'est d'accueillir ces éléments-là, ces plaintes, les remontrances, etc., les résistances, puis d'essayer de solliciter, de travailler sur des suggestions constructives. Donc, je reviens à écouter mon style interpersonnel informationnel. Donc, ça aussi, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien qui peuvent venir faire la différence pour venir satisfaire les besoins des gens et reconstruire leurs ressources là, individuelles. C'est sûr que c'est un effet domino. Vous allez me dire, oui, mais Nathalie, moi, je suis gestionnaire, mais je veux dire, en haut de moi, mes propres ressources sont diminuées, sont contraintes. Oui, vous avez raison, c'est un domino, tout ça. OK? Les comportements qu'on adopte, ce n'est pas en silo, c'est en fonction de qu'est-ce qu'on peut faire alentour de soi. Mais la bonne nouvelle, comme Steve le disait, et il faudrait qu'on se parle, Steve, avant de faire des conférences avant, c'est que la recherche démontre qu'en adoptant ce type de comportement-là, donc en soutenant l'autonomie des autres, je m'aide moi-même, je soutiens ma propre autonomie à moi et je m'aide à développer des ressources à moi. Ce qui me permet justement de pousser sur ma boîte et de dégager ma marge de manœuvre. Et ça, c'est si petit soit-il, c'est infime comme petit. Les comportements qu'on peut faire peuvent être très, très petits, mais ça a un impact positif. Finalement, je vous laisse avec cette réflexion-là. Dans le fond, c'est pourquoi vous vouliez faire ce travail-là au départ. C'était probablement pour écouter,
c'était probablement pour motiver les gens, pour les aider à construire des ressources personnelles pour qu'ils puissent être autonomes, se débrouiller dans la vie et tout ça. Et donc, c'est exactement la même chose qu'il faut faire dans le milieu de travail au quotidien, sans penser à un monde idéal, mais vraiment y aller à petite dose, dans la mesure qu'on est capable de le faire. Donc, voilà. Merci beaucoup.